Bonjour Alexis, comment vas-tu? Salut Camille, ça va et toi? Ça va bien. Merci d'être venu sur ce podcast. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis Alexis Perrin, j'ai 25 ans. J'ai été diplômé cette année en master de direction artistique et sinon, je suis photographe à plein temps, on va dire, dans le sport auto. Là maintenant, tu vas passer à plein temps? C'est ça, mais j'étais déjà un peu à plein temps, même pendant les cours. Tu as une saison très chargée sur la F1 majoritairement, même si tu fais aussi de la Formule E et du MotoGP. On va revenir un peu sur toute ta saison, puis on va surtout parler de la F1, du sport mécanique et du métier de photographe. Et puis on finira le podcast sur 5 de tes photos qui ont des belles anecdotes, et puis 2 formats qui sont plutôt chouettes. Déjà, comment tu te sens après cette saison qui était intense? Content, satisfait, fatigué. Ouais, très satisfait, je dirais. Mon but, c'est de chaque année de progresser et être vraiment satisfait à la fin de l'année. Et je pense que c'est le cas cette année. C'est la première fois que je fais autant de courses en F1. C'est pas l'année dernière, j'avais fait beaucoup plus de courses. L'année dernière, je crois que j'étais à 26 ou 27. Cette année, je dois être à 23 ou 24. Ça te fait 24 week-ends de déplacement dans l'année. C'est ça. Donc cette année, un petit peu moins que l'année dernière, parce que j'ai enlevé 2-3 MotoGP et 1 ou 2 Formule E dans l'histoire, mais bonne saison. T'en es à ton combienième Grand Prix de Formule 1? 40 je crois. Ah, c'est énorme déjà. 40 ou 30 Purée, j'ai un doute. 40 je dirais. Ça fait combien de temps que tu fais de la Formule 1? 2023, j'en ai fait 4 en 2023, 6 en 2024 et 14 là. Est-ce que ton but, ça serait de faire tous les week-ends? De suivre vraiment la saison entière? Non, j'aimerais bien monter un peu plus. Tout dépend aussi quand tu follow un team ou pas. Tu fais plus de courses. Mais 14 c'est bien, entre 14 et 18 je pense que ça serait bien. Quel a été ton meilleur Grand Prix cette saison? Et pourquoi? Si tu peux en choisir un. Si je dois en choisir un, c'est dur. En vrai, Monaco, il est toujours bien dans la liste, car Monaco, tous les endroits sont un peu des spots. C'est vraiment sympa. Et surtout la célébration de Norris qui gagne, qui était assez exceptionnelle. Donc ouais, je choisirais celui-ci, mais après, il y en a tellement d'autres qui sont bien. Et puis les ambiances, elles étaient tellement folles à chaque ouais, c'est ça, mais c'est vraiment des émotions différentes. Monaco, c'est une émotion. Après, quand j'ai fait une vidéo YouTube avec Hydro à Monza, c'était une émotion totalement différente. Quand on est allé à Spa entre potes aussi, c'était trop bien. Toutes les courses ont leur petite histoire et c'est ça qui est chouette. Et justement, comment tu es venu à faire de la F1? Je vais peut-être poser ma question en 2 temps. Pourquoi la F1, d'où t'es venue la passion? Et comment t'as réussi à aller en Formule 1? En gros, ça remonte quand mon père, lui, était passionné de moto quand j'étais petit. Il regardait tout le temps la MotoGP le dimanche. Et après, en vrai, ça m'a un petit peu passé. Et après, en 2019, quand Drive to Survive est sorti, j'ai regardé ça et j'étais en mode c'est pas mal. Et je faisais déjà de la photo depuis 3 ou 4 ans dans le monde de l'e-sport avant. Et du coup, quand j'ai vu Drive to Survive, je suis ok, là, il faudrait que je fasse de l'automobile. Et en fait, pendant longtemps, la F1, c'est compliqué à atteindre dans le sens où si j'ai envie de photographier de la F1, qu'est-ce que je dois photographier avant? Si tu as envie de photographier Roland Garros, tu sais que tu vas photographier ton petit club de tennis. Mais la F1, c'est pas évident dans un premier temps. Et du coup, c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue. Et après, en 2020, du coup, après le premier confinement, j'ai fait ma première course d'automobile. Et là, j'ai enfin compris un peu le chemin pour arriver en F1. Et justement, tu dois passer par de la monoplace, tout ça, pour y accéder ou non? Finalement, tant que tu shootes du sport mécanique, à un moment donné, potentiellement, le chemin peut te mener à la F1. Ouais, c'est ça. Après, j'ai même connu des photographes qui n'avaient pas shoot d'automobile, qui sont arrivés en F1 comme ça. En vrai, c'est juste par chance aussi parfois. Mais oui, c'est quand même recommandé, je pense, de shooter de la monoplace, parce qu'il faut s'habituer à avoir des voitures ouvertes et pas des voitures fermées. Je pense que ça a une ergonomie différente et les photos sont différentes aussi comparées à des GT. Donc c'est quand même un peu important pour moi, je pense, de passer ce step de monoplace. Après, c'est vrai que y a aussi tout ce qui est les monoplaces historiques. Il y a aussi des manières plus faciles de shooter des monoplaces, mais c'est intéressant de le savoir. Ouais, même le karting, c'est très conseillé. Le karting, je pense que ça va bien t'habituer à composer avec les casques. Parce que les casques, c'est quand même le sujet un peu principal du monoplace. Et j'ai fait 2-3 fois du karting avant de m'essayer à la monoplace, et ça m'a bien aidé. Et le métier de photographe de Formule 1, ça fait rêver beaucoup de personnes. Si t'enlèves un peu toutes les paillettes, etc., à quoi ça ressemble en réalité? Est-ce que ça fait toujours rêver? Ouais, moi ça me fait toujours rêver car je suis passionné de voyage. Du coup, en fait, tu voyages tout le temps, donc ça c'est trop bien. Après, oui, t'es toujours tout seul entre guillemets. Moi, je voyage quasiment toute l'année tout seul. Je me retrouve dans la chambre d'hôtel tout seul. Quand tu vas dans le paddock, en fait, c'est que pour travailler. Techniquement, je travaille. Je me réveille le matin pour un vendredi où ça roule le plus. Je me réveille vers 8h au circuit à 9h. Je fais l'arrivée des pilotes. Ensuite, il y a la Free Practice 1. Du coup, là, entre la FP1 et la FP2, déjà, je commence à retoucher et à trier. Après la FP2, pareil. Et ensuite, je retouche jusqu'à genre 3-4 heures du mat. Donc en fait, je dors 4 heures par nuit par week-end. Donc oui, ça fait rêver, mais faut avoir la passion quand même. Faut avoir la passion de la Formule 1, mais aussi quand même de la photo. Ouais, les deux. En fait, surtout pour la partie retouche, il faut être passionné de photos, même parce que sinon tu peux pas retoucher 500 photos dans le week-end si t'es pas passionné de photos. Et pareil, je pense que ça va vite te faire chier de photographier de la F1 tout le week-end si t'es pas passionné de F1. Ça te fait combien de photos par week-end pour se faire une idée?
Je dirais dans les 20 000, un peu moins. Ça dépend les week-ends. Monaco, en fait, je shoote beaucoup plus que si j'étais à Silverstone, par exemple. Parce que Silverstone est un peu moins sympa que Monaco. Mais ouais, je suis à peu près à 6 000 photos par jour. 5-6 000. T'aurais le ratio de ce que tu gardes à la fin? 1/10, je crois. Ok. Je crois que j'avais compté, c'était pas loin d'1/10. Après, ça dépend. Quand je fais des filets, je suis à 1/10. Quand je suis en photo statique, je peux être à 100%. Mais... Comment tu prépares tes week-ends de course? Est-ce que tu sais déjà les spots à l'avance, le timing? Ouais, en gros tous mes week-ends de course, du coup que ce soit F1, MotoGP, enfin peu importe, je prépare tout à l'avance. Donc si je suis déjà allé sur le circuit, on va faire déjà. Si je suis jamais allé sur un circuit, je vais aller sur Google Maps et je vais déjà regarder comment le circuit fonctionne, les accès, etc. Ensuite, je vais regarder les photos des années précédentes, donc dans des banques d'images genre Getty, etc. Et ensuite, dans un petit PDF genre sur Photoshop, je vais poser un plan de la map et je vais mettre toutes les photos à tous les spots. Et comme ça, déjà, j'ai une idée globale. Et ensuite, je vais me dire, ok, ça peut être intéressant d'aller là en FP1 parce que la lumière, elle est moins bonne. Du coup, en FP2, je vais pouvoir aller là pour utiliser la meilleure lumière. La course, forcément, virage 1, 2 en général. Et c'est un peu ça. Et le jeudi, quand j'arrive au circuit, du coup, le matin, quand j'arrive, juste après entre l'arrivée des pilotes et les conférences de presse, je fais un tour en intérieur ou un tour en extérieur pour encore repérer tous les spots, mais dans la vraie vie cette fois-ci. Et petit tips, en plus, vous faites de la photo, toujours faire le tour de reconnaissance à l'envers. Parce que si tu le fais dans le même sens que les voitures, tu vois pas par où elles arrivent. Et voilà, c'est mon petit tips. Et ensuite, après les conférences de presse de l'après-midi, je fais mon tour en extérieur ou en intérieur, le deuxième que j'ai pas fait. Et comme ça, à la fin de la journée, dans mon téléphone, j'ai une petite map du circuit où j'ai mis des petits points rouges. Et le soir même, après, je confirme ce que j'avais préparé. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, surtout dans la Formule 1, c'est qu'il y a plein de fois où il y a des spots qui sont complètement... Enfin, il y a ceux qui sont sur le circuit, qui sont un peu logiques, ouais. Et tu as ceux qui sont dans le building, à utiliser beaucoup, surtout dans les circuits de ville, exactement comme celle-ci. Ceux-là, comment tu les trouves? Est-ce que c'est aussi peut-être à force de faire les circuits que tu trouves ce genre de spots? Pas spécialement. Alors, par exemple, là, on était à Singapour. À Singapour, la F1 nous a pas mis d'hôtel à disposition, parce que ça, c'est le Swiss Hotel qui était en haut, enfin à côté du circuit. Et en gros, je connaissais quelqu'un qui avait une chambre, du coup, il m'a fait monter en haut. Du coup, c'était pratique. Par exemple, à Jeddah, on avait un appartement au 46e étage, si je dis pas de bêtises. Et là, par exemple, la F1 nous a dit, ok, inscrivez-vous sur une liste, et à cette heure-là, on vous fait monter en haut. Du coup, ça dépend. Donc c'est l'organisation qui peut quand même un peu aider pour ouais, de temps en temps elle aide. Par exemple Jeddah cette année ils nous ont offert entre guillemets une place au niveau du paddock club. Du coup on avait une vue un petit peu en hauteur, c'était très sympa. Et pareil on avait cet appartement au dernier étage. Par exemple Monaco, les photos des appartements que tu vois, c'est pas la F1 qui nous fournit les accès. C'est soit tu connais quelqu'un, etc. quoi. Et est-ce que quand tu dis qu'elle offre ça, c'est à tous les photographes? Ouais, tous les photographes, on arrive, il y a une liste. En plus, c'est même pas ok, lui il travaille pour Getty, il est avantagé. Non, c'est le premier qui arrive et qui se met sur la liste qui est servi, du coup. C'est cool. Et justement, entre les photographes, est-ce que tu trouves que la concurrence est rude? Alors concurrence dans le sens où on se bat pour les mêmes clients, pas spécialement, enfin pas à mon échelle encore pour l'instant, mais la concurrence dans le sens où tout le monde fait des très belles photos, ou du moins plus de 90%. Du coup je trouve ça cool parce qu'à chaque fin de journée, genre moi le vendredi soir j'adore aller sur l'Insta de gros photographes de F1. Et je regarde un peu ce qu'ils font et je suis en mode ah putain ils ont fait ça, c'est cool. Et du coup le lendemain je suis en mode ok peut-être que je vais essayer un truc comme ça. Du coup dans ce sens là concurrence elle est vraiment cool. Mais on n'a pas en mode on est tous les deux au même spot, il y en a un qui va te pousser pour avoir la meilleure photo. C'est déjà arrivé mais c'est très 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 rare et ouais. Il y a une bonne ambiance? Ouais, très bonne ambiance. Ouais. Par exemple au Qatar là on avait des tables de ping-pong dans le Media Center et on a joué au ping-pong tout le week-end. Du coup tu arrives à te faire des relations assez facilement? Ouais. Après, je suis quelqu'un de très réservé de base, enfin, du moins j'ai été très réservé. Du coup, c'est toujours un peu compliqué d'aller parler à une personne comme ça. Tu sais, t'as peur de lui faire genre, tu grattes l'amitié. Mais non, ça va, cette année, je me suis bien amélioré aussi là-dessus, à développer des relations. Du coup, ça va de mieux en mieux. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une hiérarchie un peu entre les photographes, entre ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver? Est-ce que ça se ressent ou pas du tout? Non, ça se ressent pas spécialement. Après, on respecte les plus anciens, entre guillemets. Parce qu'il y a des personnes aussi, des photographes qui sont plus tout jeunes, entre guillemets. Donc, si y a un photographe un peu plus âgé, on va peut-être lui laisser un peu plus la priorité sur un spot. Du moins, moi, je le fais. Du coup, cette hiérarchie-là, mais ça s'arrête là, quoi. Comment tu réussis à être au bon endroit au bon moment? Est-ce qu'il y a une part, quelle est la part plutôt d'anticipation et d'improvisation? Je dirais il y a quand même 90% de G pré-shot en amont et ensuite 10% de chance sur un crash. Mais après, en général, si je vais sur un spot au bon endroit avec la bonne lumière à la bonne heure, c'est que je l'ai mérité entre guillemets cette photo. Mais oui, c'est seulement les crashs, je pense, qui sont compliqués à avoir. Les célébrations, etc., ça tu sais que globalement, tu sais ce que tu veux avoir, quand te placer, où te placer. Non, la célébration en F1, c'est quelque chose de très spécial, entre guillemets. C'est en gros...
À partir du moment où la course est lancée, on se rejoint tous devant le parquet, devant le garage FIA, désolé. Et en gros, on fait la queue. Donc en fait, le mec qui arrive tour 1, il est premier dans la queue. Le mec qui va arriver milieu de course, peut-être qu'il sera deuxième, mais peut-être qu'il y a 50 personnes qui seront arrivées. Donc c'est un peu du hasard. Par exemple, moi, il y a des courses, je suis arrivé à Singapour, par exemple. Je suis arrivé milieu de course, il y avait déjà 40 personnes devant moi au parc fermé. Et en fait, au moment où la course se finit, ils ouvrent les portes, entre guillemets, de là où on peut rentrer. Et il y a des barrières autour du top 3. Du coup, soit tu te mets devant, soit tu te mets sur le côté. Donc déjà, ça t'as ce premier paramètre à prendre en compte de si j'ai envie d'être sur le côté ou devant, selon aussi le circuit, parce que la lumière peut être à contre-jour ou pas. Et après, il y a des circuits comme Abu Dhabi, par exemple, récemment. Je me suis dit, Lando va être champion du monde. J'ai fait 4 tours, je crois, de la course et je suis rentré direct au parc fermé pour être premier. Et je crois qu'il restait 20 tours et j'étais encore tout seul. Donc les gens sont arrivés vachement tard, bizarrement. Donc ouais, le parc fermé, c'est un peu spécial parce que tu sais jamais... C'est un peu la surprise. Donc ouais, c'est un peu spécial en F1 de jouer avec ça. Mais ouais, parfois c'est cool, parfois c'est moins cool. Quand tu organises ta course, est-ce que c'est pas difficile parfois de se dire bon bah j'aimerais le départ, mais en même temps j'aimerais l'arrivée et puis prendre la course et puis aussi les célébrations, de réussir à gérer tout ça? L'avantage, c'est que dans l'agence, on est souvent 2 photographes, même tout le temps 2 photographes, donc on peut couvrir tout le circuit durant tout le week-end. Et en général, moi, quand je prépare mes maps avec tous mes spots, j'arrive à couvrir l'entièreté d'un circuit juste avec les free practice, la qualif et la course. Donc en général, j'ai pas de circuit de tête où j'ai pas réussi à couvrir entre guillemets l'entièreté. Donc en vrai, ça va. Et est-ce que tu peux te déplacer librement sur le circuit ou c'est hyper cadré? Non, il y a des circuits qui sont super simples. On va prendre le cas de l'Autriche où typiquement tu peux faire tout le tour en extérieur sans trop sortir ou quoi. Monaco, c'est un peu plus spécial. Par exemple, vu que c'est des circuits en ville, il y en a 2-3. Il y a Bakou que j'ai jamais fait, mais c'est un enfer à ce qui paraît. Par exemple, si tu es au virage 15 et que tu passes au virage 16, tu dois repasser dans la ville, repasser un contrôle, etc. Donc il y a des circuits qui sont plus simples, d'autres un peu plus compliqués. Ça, c'est l'expérience aussi qui va jouer à ce moment-là, de dire comment réussir. Monaco, moi je l'ai fait que 2 fois en F1, mais j'ai eu la chance de le faire 3 fois en Formule 1 avant. Donc je commence à connaître des raccourcis. Par exemple, des raccourcis pour passer du port au casino, ce qui te prendrait normalement 45 minutes à faire tout le tour, je peux le faire en 5 minutes grâce à un ascenseur. Donc en fait, c'est plus tu vas au circuit, plus tu connais, et c'est normal. Est-ce qu'il y a des règles en particulier que tu as dû apprendre dans les paddocks, des erreurs à éviter? C'est une bonne question. Des erreurs à éviter. Ça se trouve, il n'y en a pas. Ouais, non, si, bien sûr, il y en a. Par exemple, la première qui me vient en tête, c'est lors de l'arrivée des pilotes. En gros, la première fois que tu en fais une, tu veux vraiment avoir le pilote devant toi, donc tu t'avances, mais en fait, il y a vraiment une ligne de photographes derrière, et donc tu évites de passer devant eux. Il y a plein de petits trucs comme ça, là, j'en ai pas spécialement en tête, mais... Ça doit être particulier la première fois que tu vas dans un paddock, etc., de te dire, j'ai envie d'avoir ma photo, mais je veux pas non plus gêner, mais pas gêner les autres photographes, ni les pilotes, de trouver un peu sa place. Moi, ma première fois, elle a été spéciale parce que, par exemple, cette arrivée de pilote, le premier que j'ai eu, c'était Hamilton, du coup, le jeudi. Et bizarrement, il n'y avait aucun photographe. J'étais tout seul. Pareil, on reviendra sur une de mes photos où Hamilton monte dans sa voiture. D'habitude, il y a des dizaines et dizaines de photographes. Là, encore une fois, j'étais tout seul. Donc, ma première fois était très spéciale parce qu'entre guillemets, il n'y avait pas toutes ces règles de faut faire attention aux autres photographes. C'était quoi ta première fois sur un circuit? Barcelone, 2023, du coup. C'était impressionnant. Ouais. En vrai, c'est toujours impressionnant. Et maintenant, Barcelone, c'est vraiment le circuit que je pense que je mets tout en bas de ma liste. Parce qu'en termes de spot, la lumière à Barcelone, c'est un calvaire, elle est très 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 dure. Mais ouais, Barcelone, du coup, sympa. J'aimerais bien faire une toute petite partie sur la créativité. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à capter une image différente quand, je vais pas dire que tout a déjà été photographié, mais avec le nombre de photographes et d'années, etc., il y a déjà beaucoup de choses. Donc comment tu arrives à te différencier? Je pense que le sport automobile, c'est l'un des sports les mieux de ce côté-là, où tu peux faire des photos statiques qui sont très belles, mais aussi des filets. Les filets, tu peux pas trop en faire dans d'autres sports. J'ai essayé au basket, au foot, mais ça rend tout de suite un petit peu spécial, alors que le sport auto, t'as les filets, et c'est ça qui va faire toute la diff. Donc on peut tous être à un même spot, mais on va être tous à des vitesses différentes, et au final on va tous avoir des photos différentes. Du coup c'est ça que je pense l'originalité vient, ça viendra plus par les filets, je pense. Tu penses qu'il y a encore des spots qui sont à trouver et à creuser? Ouais, je pense, obligatoirement. Après en F1, il y a cette capacité on perd des spots tous les ans. Par exemple, Monaco, on a été habitué à énormément shooter à travers les rails. Et en fait, plus les années passent, plus il y a des petits panneaux publicitaires au niveau des rails. Du coup, tu peux de moins en moins shooter à travers les rails. Il y a des spots à Abu Dhabi, par exemple, il y a un spot virage 3 où la voiture est dans une sorte de longue ligne droite dans un petit virage. Et il y avait des palmiers.
Et du coup, tu pouvais te mettre juste derrière les palmiers, shooter, avoir la voiture et les palmiers. Sauf qu'en fait, maintenant, ils ont rajouté un grillage et tu peux plus avoir ce spot. Donc en fait, on perd un peu des spots tous les ans. Donc ouais, dans tous les cas, il y a encore plein de photos à faire, je pense. Mais après, surtout, il y a des nouveaux circuits comme Madrid qui arrivent où personne n'a jamais été. Où du coup, ça va être sympa. Est-ce que tu penses que la météo, c'est vraiment un élément indispensable du week-end? C'est que ça fait un peu tout le storytelling d'un Grand Prix, quoi. Ouais, et ça revient un peu à ta question d'avant. C'est que par exemple, Monaco, je l'ai fait 2 ans. 2 ans, ça n'a pas été les mêmes conditions. Une fois, c'était un peu plus grisaille, l'autre un peu plus ensoleillé. Donc en fait, les conditions peuvent tout changer aussi sur un circuit. Donc ça peut aider. Qu'est-ce que tu préfères shooter comme météo? La pluie. J'en ai rarement eu de la pluie en F1. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai eu que 2 fois de la pluie, mais très rapidement en début d'une course sprint, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien avoir une bonne grosse pluie, un de ces 4. C'est joli quand il y a vraiment beaucoup de pluie, parce que quand il y a une fine brune, c'est juste désagréable. Ouais, on voit pas grand chose, ça mouille juste un peu l'appareil, c'est pas agréable. Mais ouais, une bonne pluie où les voitures dégagent plein d'eau derrière, ça j'ai hâte. Comment est-ce que tu vois le fait qu'il y ait parfois des photographes qui se mettent en danger pour réussir une photo, qui par exemple attendent quand il y a un crash qui leur arrive devant, etc. Est-ce que des fois ça irait pas un peu trop loin? Ouais, j'ai vécu ce cas-là à Silverstone cette année, où le départ, on s'est mis vachement à découvert, je trouve. On s'est mis à peu près là où le Zhou il a eu son crash en 2022. En gros, les photographes, quand il y a eu ce crash, ils étaient derrière un grillage, donc ils étaient protégés. Sauf que là, cette année-ci, on s'est avancé d'un cran. Parce que justement, le grillage était red zone, mais devant sans grillage, c'était pas red zone. Du coup, j'ai trouvé ça très très dangereux à ce moment-là. On est quand même tous restés parce qu'on veut tous la photo, parce que t'en as besoin aussi pour vendre à la presse. Et c'est comme ça. Mais oui, c'était quand même très dangereux. Donc ouais, après, en général, sur certains circuits, il y a des red zones. Donc quand il y a une red zone, c'est fait qu'on n'y aille pas. Et après, quand il y a un crash qui t'arrive sur toi, comme moi à Monaco en 2024, où Pérez me crache dessus, c'est pas une red zone, c'est un départ de course et c'est la vie. Et ça reste un métier vachement. Enfin, je pense que les gens ils se rendent pas forcément compte, mais que c'est un métier vachement à risque. Et puis de toujours en plus vouloir chercher la meilleure photo quand quelque chose arrive. Ouais, je pense que ça peut être très dangereux. Il faut avoir conscience de ça. Il faut pas être inconscient. Perso, je l'ai jamais trop été inconscient. J'ai toujours quand même fait relativement attention. Mais c'est vrai que quand tu veux une photo, tu veux toujours te rapprocher de 1 ou 2 cm. Tu vas te dire, il va rien se passer. Mais si ça arrive quelque chose, c'est comme ça. C'est comme ça. Faut être responsable. Ouais. Pour prendre les photos d'ambiance, donc on a dit il faut être au bon endroit, au bon moment, etc. Mais il faut surtout aussi avoir les bons réglages, le focus, la vitesse qu'il faut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rater la photo pour une question de réglage? Ouais, de tête, je l'ai pas en tête, mais oui, je pense que ça m'est arrivé et en plus même récemment, car récemment, je commence à configurer mon appareil photo sur des modes C1, C2. Donc en gros, le mode C1, ça va être toutes les photos statiques et le mode C2, ça va être des filets. Et en fait, juste j'appuie sur un bouton et je vais passer du mode statique au mode filet. Et je m'étais mis au mauvais réglage, au mauvais moment. Et je l'ai loupé. Après, c'était pas. Si, c'était une belle photo. Ça aurait pas été la photo du siècle. Mais oui. En plus, j'ai cette fâcheuse habitude d'être souvent en mode filet quand j'ai des spins devant moi en ce moment. Donc, je les ai jamais vraiment nets, mais c'est pas grave. Même avec l'expérience, ça arrive. En fait, c'est juste pas de chance. C'est une question de timing aussi. Donc. En étant photographe sur la Formule 1, tu fais partie des gens qui sont au plus près des pilotes. Enfin, tu fais partie. Comment ça se passe, les relations avec les pilotes? Est-ce que tu arrives parfois à parler à certains d'entre eux? Non, moi pas spécialement. Je pense que peut-être les plus anciens, entre guillemets, quand il y avait peut-être moins de VIP, etc., ils étaient plus à l'aise de parler aux photographes. On a des pilotes qui rentrent et qui nous disent bonjour, mais sinon ça s'arrête relativement là, quoi. Est-ce qu'il y a certains pilotes qui sont plus à l'aise devant l'objectif que d'autres? Non, je dirais qu'ils sont tous quand même très à l'aise. Ils ont tous été énormément média traînés, donc ils sont plutôt à l'aise. Après, il y en a comme Stroll que t'as pas spécialement envie de photographier, d'une parce qu'il tire la gueule et puis il en a pas spécialement envie. Mais Hamilton cette année, c'est pas mal caché, très dur à avoir. Il a souvent mis un peu son outil comme ça devant sa bouche. Donc moins compliqué, enfin plus compliqué, mais. Ils ont chacun leur petite spécificité. Ouais, c'est ça. Qui est-ce que tu préfères photographier plutôt dans les paddocks, quoi? Hamilton, je pense que tout le monde veut un peu Hamilton de par l'aura. Puis c'est très graphique avec ses tatouages, c'est toujours très sympa. Puis le rouge Ferrari aussi cool. Est-ce que tu as déjà eu une situation, je sais pas, un peu tendue, un peu surprenante avec un pilote? Non, je pense pas. Ouais, ça se passe finalement assez normalement, quoi. Ouais, j'ai jamais eu trop d'accroche avec un pilote parce que j'étais peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, ça s'est toujours plutôt bien passé en vrai. Est-ce que tu as, qui te vient en tête, par exemple, la plus belle rencontre que tu as eue dans ce métier? Ah, c'est une bonne question.
En vrai, j'en ai eu plein. Ce sera trop dur d'en citer un. Mais en vrai, j'ai rencontré de superbes personnes toute l'année, que ce soit photographes, journalistes, ou même juste des fans, entre guillemets. J'ai rencontré énormément de fans sur circuit qui m'ont reconnu et j'ai discuté avec eux, c'était trop gentil. Du coup, non, j'en ai pas une en tête, mais en F1, j'étais un peu étonné que tout le monde soit aussi gentil, entre guillemets. Donc j'ai fait de très belles rencontres. C'est bien, c'est agréable dans ton métier au quotidien, quoi. C'est déjà un métier plutôt fatigant. Donc... Je suis rarement tombé sur une tête de con ou quoi. On m'a déjà poussé pendant une célébration. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, il y a des... de l'agitation. C'est ça, on va dire. Je vais aller un peu plus sur des anecdotes. Quelle est la course la plus marquante que tu aies photographiée ? Monaco 2024 du coup ou Silverstone 2024, les deux pour des raisons différentes. On peut commencer par Monaco. Je commence la course, déjà j'ai une grille d'accès à Monaco, à savoir que la grille d'accès en fait c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, une petite liste où en fait au début du week-end tu te mets sur la liste et ensuite la FIA décide d'accorder une grille d'accès à lui ou pas à lui, et du coup j'étais sur la grille d'accès à Monaco, puis après je suis allé au virage 2-3 et là il y a eu le crash de Pérez où du coup dans un premier temps t'as pas l'impression que ce soit un crash impressionnant parce que juste il spin et t'es en mode ok, qu'est-ce qui se passe, tu comprends pas trop bien, et puis en fait quand il se rapproche de toi très très vite tu comprends, et là je me pousse et il y a eu une sorte de gros boom, et là pendant un instant je sentais plus trop mon corps, en fait juste trop d'adrénaline, et au final j'ai rien eu, une petite égratignure sur mon appareil, mais après j'avais un petit peu peur de me coller au rail, du coup le reste de la course était compliqué, et en fait tu passes de cette émotion là à Charles qui gagne pour la première fois à Monaco, et c'est un peu le jour et la nuit. En vrai c'était deux émotions bien différentes, pas que j'ai eu très peur durant le crash de Pérez parce que c'était pas très impressionnant comme je t'ai dit, mais juste le fait d'entendre ce gros boom à Monaco, puis ici le rail avait lâché, puis ici tu vois on sait pas, mais ouais, puis la victoire de Charles à Monaco, donc en fait comme tu retranscris, ton métier c'est quand même de retranscrire les émotions et tout, tu les vis aussi à fond quoi. Enfin, c'est des week-ends qui sont vachement émotionnels. Ouais, mais t'es obligé de les vivre à fond pour bien les retranscrire aussi, parce que je pense que si tu vas là-bas et que t'as pas spécialement envie d'être là, la qualité de ton reportage va être moins cool, on va dire. Donc ouais, t'as vraiment besoin de vivre ce week-end à 100%, et tous les week-ends que je vis, je les vis à 100%, même quand t'es en double ou triple aider, à la fin tu commences à être un petit peu fatigué, mais il faut vraiment le vivre à fond et même s'impliquer dans la retouche pour vraiment faire ressentir les émotions que t'as vécues. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Est-ce que t'as eu, quel serait le moment le plus improbable que tu aies vécu sur un circuit ? Improbable. Alors je sais pas si c'est vraiment improbable, mais c'est à Silverstone en 2024 quand Lewis y gagne. Donc moi j'adore Lewis, bon, vous avez bien compris déjà, et que du coup il n'avait pas gagné depuis quelques années maintenant avec Mercedes, il gagne à Silverstone donc c'est incroyable. Et en gros en F1, dans d'autres championnats c'est aussi comme ça, mais en F1 c'est vraiment un peu une tradition, c'est qu'après la course, après le podium, après les conférences de presse, le pilote va dans la pit lane avec son équipe, et du coup là ils célèbrent ensemble. Et en gros Hamilton, il commence à célébrer avec son équipe, il monte sur le dos de ses mécanos, enfin sur les épaules, désolé, et là en fait il fait un nice contact à ma caméra pendant 2-3 secondes, et là quand j'ai regardé la photo je suis en droit. Donc c'était improbable dans ma tête d'avoir un jour cette photo, c'est pas un moment improbable sinon, mais ouais, c'est un peu un moment fort et improbable entre guillemets. Et puis c'est des moments forts d'être des fois aussi proche de pilotes qui te font rêver. Ouais, t'es très proche. En plus, souvent dans ce genre de célébration, c'est un peu la jungle. C'est au moment où ils font péter le champagne, tous les photographes avancent à fond. Dommage qu'on ne puisse pas montrer de vidéo. Mais ouais, c'est un peu le zoo, mais c'est très très cool en vrai en termes d'émotion. Est-ce que tu as déjà eu une énorme galère technique, que ce soit en termes de voyage, les déplacements, le matériel ? Ouais, j'ai cassé un 24-70 l'année dernière au Qatar. Ouais, aïe. J'avais 2 appareils, même peut-être 3 appareils, parce qu'en gros on a Canon, Nikon et Sony sur les grands prix en général, et ils peuvent te prêter du matériel. Et j'avais emprunté on va dire une caméra, donc j'en avais 3 au total. Et en fait 2 étaient accrochés autour de mon cou, la 3e non, et j'étais dans le Media Shuttle qui me ramenait au paddock, et au moment où je descends du Media Shuttle, je pensais que les 3 caméras étaient accrochées, et il n'y en avait que 2. Et il y en a une qui tombe, et le 24-70 s'éclate en 2. Heureusement ils en avaient un autre pour me le prêter, et la réparation m'a pas coûté très cher, mais c'est embêtant quand ça arrive. Ouais, c'est pas marrant. Après c'est le genre de truc qui t'arrive souvent une fois, ouais. Pas deux. C'est pour ça que maintenant je fais bien attention. Donc ouais, c'est je pense l'une des plus grosses galères que j'ai eues. Est-ce que tu as dû avoir pas mal d'anecdotes quand même sur des circuits, est-ce que là il y en a quelques-unes, une qui te vient en tête en particulier que tu aimerais raconter ? Une anecdote, quel style d'anecdote ? Peu importe, ce qui te fait plaisir. Une anecdote. Ouais, j'étais dans le paddock
Où ça, c'était à Silverstone, je pense. Et en gros, c'était jeudi, Media Day, donc je me balade souvent dans le paddock. Et là, je vois Yuki au loin, donc je commence à le photographier. Et il arrive et il me fait ça devant la caméra. Donc je trouvais ça assez drôle. Je suis en mode, bon, qu'est-ce qu'il me veut? Je lui ai rien fait de mal. Et avec le sourire en plus. Avec le sourire. Avec le sourire, donc vraiment, il y avait rien de méchant. Et je regardais derrière moi et tout, il y avait personne. Je suis en mode, bon, c'était gratuit. Voilà. C'est dit, ça fera une petite photo fail à garder. Exactement. Que tu ne peux évidemment mettre nulle part. Que j'ai mis nulle part, bien évidemment. Mais peut-être je la mettrai sur Insta, maintenant qu'il est plus là. Bon. Il y a prescription. Il y a prescription. J'aimerais bien passer sur une partie un peu plus axée sur la photo, quand même. Est-ce que tu te souviens de la première image qui t'a donné envie d'être photographe? Que j'ai prise? Que t'as prise ou que t'as vue? Que j'ai vu, pas spécialement. C'est une bonne question. Que j'ai vu, pas spécialement, car j'étais pas spécialement intéressé par la photographie avant mes 17 ans. Et en gros, à la toute base, on revient rapidement, mais j'étais graphiste et un pote à moi faisait de la photo. Il m'a fait, oh, c'est trop bien de faire de la photo, comme ça, bah, tu peux mettre tes photos dans tes graphismes. Je te dis, ok, bonne idée. Et du coup, la première photo que j'ai prise, je pense, j'avais un shaker chez moi ou une connerie du genre. Et j'étais allé dehors et j'avais pris une photo de ce shaker. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et du coup, par la suite, j'avais acheté un appareil photo. Et du coup, c'est un peu comme ça. Et mon premier événement que j'ai fait, c'était de l'e-sport en 2017. Et j'avais bien kiffé un peu toutes les photos que j'avais prises. Et je me suis fait, oh, c'est pas si mal que ça. Et du coup, c'est un peu comme ça que c'est resté. C'est sympa photographier l'e-sport. Ouais. Pareil, pas mal d'émotions. Ouais, les émotions sont assez folles, surtout quand tu as accès au stage. Y a des events, j'avais pas accès, d'autres j'avais, etc. Mais dans les grandes compétitions, quand tu as accès au stage et que les pilotes viennent faire une belle action, gagner une manche, etc., ils vont commencer à se lever de leur chaise, célébrer, etc. Et tu as des très très belles émotions. Et c'est encore un de mes regrets que j'ai jamais eu l'occasion de faire un gros stage en e-sport encore. Après, est-ce que tu aimerais potentiellement revenir un peu à faire ça aussi? Ouais, si je pourrais en refaire une un jour. J'ai la chance que la F1 m'ouvre énormément de portes. J'ai eu la chance de photographier un match du PSG récemment, alors que j'ai jamais spécialement photographié de foot. Mais quelqu'un du PSG kiffe la F1, qui fait mes photos, ils sont en mode, oh, tu veux faire un match? Je suis en mode, bah oui, trop bien. Du coup, je vois très bien que la F1 m'ouvre des portes. Et du coup, peut-être un jour. Ça me fait réfléchir en disant, est-ce que pour toi, donc il y a plein de photographes qui sont des fois très bons et qui font pas toujours de la Formule 1, qui font du rallye, etc. Ouais. Et est-ce que du coup, faire de la Formule 1, ça effectivement, ça t'ouvre des portes sur plein d'autres choses parce que c'est de la Formule 1, alors que finalement, il y a aussi des très bons photographes qui font autre chose, mais comme c'est moins mis en avant. Ouais, totalement. Et je le remarque surtout sur les réseaux sociaux. Faire un réel de photos de F1 et faire un réel de photos de MotoGP, je vais pas avoir le même impact. Donc ouais, sur mon Insta, il y a des tonnes de photos de Formule 1, de MotoGP que j'aimerais poster, que je poste de temps en temps, mais très rarement, parce que la F1, en fait, ça fait énormément de stats, entre guillemets. On n'est pas là pour les stats, mais c'est toujours cool aussi de voir son travail un peu reconnu, puis ça t'ouvre également d'autres portes, surtout moi qui me lance un peu sur YouTube, etc. Donc ça m'aide, entre guillemets, à développer tout ça. Quelles sont les difficultés majeures dans la photographie automobile? Ça va vite. Ouais, ça va vite. T'es obligé de travailler autour d'un circuit. Je prends l'exemple du foot où t'es au bord d'un terrain, donc t'es soit d'un côté, soit de l'autre, et tu bouges pas pendant toute une mi-temps. Donc t'as pas 50 000 possibilités de placement. Un circuit, c'est plus de 5 km, intérieur, extérieur, donc t'as 10 km de spot. Donc ouais, c'est la plus grande difficulté, je pense, de savoir jouer avec tout ça. Oui, c'est surtout aussi savoir où se mettre. Il y a tellement de choses à voir, etc. Après, c'est comme ça aussi que tu peux refaire le circuit plusieurs fois par an, etc. et trouver toujours quelque chose. C'est ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie personnelle à côté de ce métier? Tu voyages énormément. C'est éprouvant. C'est compliqué. En vrai, ça va. Après moi, ça va faire peut-être 100 cœurs parce que j'ai jamais été très vie de famille. Je m'entends très bien avec mes parents, il n'y a pas de problème, ils habitent à Nice. Mais du coup, ça me dérange pas de pas les voir pendant 6 mois entre guillemets. À Paris, du coup, j'ai ma copine. Mais du coup, oui, on se voit pas des masses. Et surtout quand je rentre, j'ai toujours 1 milliard de choses à faire entre les vidéos YouTube, les live Twitch, les réels à faire, les posts. Donc c'est compliqué, je fais de mon mieux en tout cas, je pense que c'est vraiment pas simple, du moins à l'échelle où je suis, où je veux encore prouver énormément, du coup je travaille sûrement plus que certaines personnes qui ont 30 ou 40 ans qui sont déjà établies. Du coup compliqué, mais je pense que c'est comme tout, si tu as vraiment envie que ça marche, ça va marcher. Tu te verrais avoir cette vie pendant des années, de encore à 40, 50 ans, faire autant de voyages? C'est une bonne question, j'y ai réfléchi récemment, je me suis dit... Le temps que je suis pas fatigué, tout va bien. Après, j'ai pas envie de ressembler à un photographe de 60 ans qui a mal au dos, qui
On a cette image du photographe un peu âgé sur les circuits qui me fait moi malheureusement un petit peu de peine et j'ai pas trop envie de faire ça non plus. C'est pour ça que j'ai un diplôme de direction artistique. La direction artistique me plaît énormément. Du coup pourquoi pas me reconvertir entre guillemets directeur artistique dans ma 30-35 ans, enfin je sais pas quand le moment viendra et du coup faire cette transition tout à fait naturellement. À quel moment tu as décidé de créer une agence? Parce qu'au début, tu étais donc photographe indépendant. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit non, une agence, ça serait mieux? Ouais, en 2022, je me suis dit c'est 2022, 2023 si je dis pas, je sais pas, un des deux. Bref, du coup c'était juste après ma première ou deuxième course en Europe avec la Formule E et je me suis dit en vrai créer une agence ça peut être cool parce que ça va pouvoir m'apporter des clients et je vais pouvoir avoir une crédibilité auprès d'équipes au lieu de juste postuler en tant que freelance. Sachant qu'il y a quand même 3-4 ans, le freelance c'était... Les équipes avaient plus de mal d'accepter des freelances purement en photo ou en vidéo, ils y passaient plus par des agences, du moins c'est le ressenti que j'avais, et du coup c'est pour ça que j'ai créé une agence, du coup Overtake Agency qui est toujours là. Et je me suis dit au moins j'ai un nom d'agent, je poste mes photos, il n'y a rien d'officiel, mais au moins j'ai un nom sur Instagram, et peut-être qu'un jour ça va marcher. Et t'as senti une différence? Pas spécialement, parce que du coup je m'en suis jamais réellement trop servi, mais là où la différence a été faite, c'est fin 2024, du coup de l'année dernière. Le média pour lequel je travaillais en Formule 1, Motors Inside, le patron voulait arrêter un petit peu la partie rédactionnelle du site et il voulait lancer une agence photo. Et j'étais en mode, moi j'ai mon agence photo, donc si tu veux, on s'allie entre guillemets. Les accréditations de Motors Inside, on les passe chez Overtake et on monte notre agence photo et du coup c'est là où ça a été vraiment utile entre guillemets. Après ça m'a servi pour avoir des accréditations MotoGP, Overtake. Pareil en Formule E, du coup ça me permet d'accréditer maintenant 2-3 autres personnes avec moi qui travaillent pour l'agence. Du coup ça sert quand même. Ça te permettrait d'avoir des accréditations un peu n'importe où? Ouais, c'est plus utile en tout cas pour avoir des accréditations. Et d'avoir des gens aussi à envoyer en plus. Ouais. Quelle est la place maintenant que prend les réseaux sociaux dans ton travail, que ce soit Instagram, YouTube? 90% de mon temps. Ouais, je passe énormément de temps sur Instagram à poster beaucoup de réels, des posts, j'essaie de m'y mettre un peu plus en plus. YouTube, ça prend énormément de temps. Je pense que tu peux compter une bonne grosse journée entre l'écriture, le tournage et après le montage. Twitch, tu prends 1 ou 2 heures. Et surtout que moi, ce que je fais et que j'ai l'impression que personne ne fait parce que ça prend trop de temps, c'est à chaque fin de journée sur les Grands Prix, donc vendredi, samedi et dimanche, je fais des posts récap en story où du coup je vais poster 20, 30, 40 photos et ça va me prendre 2 heures à la fin de la journée. Donc au lieu de me coucher à 1 heure, je vais me coucher à 3-4 heures. Mais bon, ça me fait plaisir de le faire parce que j'ai aussi envie de montrer ce que j'ai fait pendant la journée. Puis il y a un côté un peu satisfaisant. Du coup, énormément de temps. Après, ça te prend beaucoup de temps, mais t'as vraiment eu des retours? Ouais, j'ai des retours. Il y a pas mal de gens qui te suivent, qui ont adhéré à ce que tu fais, etc. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette de donner du temps, mais qu'il y ait des retours. Ouais, voilà, c'est ça. Si je le fais et que le matin, je me réveille, j'ai 0 message, bon, ça m'aura fait quand même plaisir de le poster, mais t'as ce côté un peu moins satisfaisant. En vrai, c'est cool de se lever le matin. Donc oui, j'ai dormi que 4 heures, mais j'ouvre mes DM Insta, je vois 15-20 messages de « Oh, les photos sont trop bien ». Je suis en mode « Ah, c'est cool, ça fait plaisir ». Puis même, ça me permet d'avoir des feedbacks en temps réel. J'ai certains autres photographes qui m'envoient un message, ils me font « Ah, t'aurais peut-être dû tenter ça à cet endroit-là ». Et je suis en mode « Ah, pas bête ». Et du coup, j'ai aussi ce feedback que d'autres photographes en F1 vont peut-être pas me donner parce qu'ils veulent la photo. Donc ouais, en vrai, j'ai ce côté un peu échange avec les gens sur Instagram et aussi conseil. Ça, c'est chouette, pour le coup, de pouvoir utiliser ça en échange, etc. Et puis les gens, ils aiment bien aussi, je pense, d'avoir quelqu'un qui soit accessible dans ce milieu pour discuter. Ouais, et je pense, moi, en tout cas, je me mets souvent à la place de cette personne qui est fan de F1 et qui rêverait d'être photographe de F1. Ok, putain, en fait, je kifferais qu'un photographe réponde à toutes mes questions. Je kifferais qu'un photographe poste toutes ses photos sur Insta le jour même. Du coup, j'essaie un peu d'être cette personne que j'aurais voulu avoir. Bah, c'est chouette. C'est cool, en vrai. Est-ce que l'argentique t'intéresse? C'est vrai qu'on voit parfois des photographes sur des circuits qui shootent encore à l'argentique. Il n'y en a pas beaucoup, mais est-ce que tu te verrais faire ça? T'aimes bien les styles rétro? Pas spécialement. En vrai, moi, j'aime trop la partie editing derrière. Oui, du coup, on est un peu bloqué avec l'argentique. Du coup, t'es bloqué. Oui, j'ai toujours un petit Kodak jetable que j'ai depuis Spa, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais non, en vrai, ça m'intéresse moyen. En vrai, ça pourrait être marrant si je pars en vacances peut-être, mais sur circuit, pas spécialement. Comment est-ce que tu définirais ton style photographique? Lumineux, avec beaucoup de couleurs. Ouais, c'est compliqué. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Je sais pas trop quoi répondre. J'adore jouer avec les couleurs, avec le contraste. Je mets énormément de noir dans mes photos. Les blancs sont aussi très blancs. Donc, ouais, très contrasté et très coloré. Est-ce que c'est difficile dans son style de retouche de se démarquer des autres photographes?
Après, en même temps, vous n'avez pas les mêmes photos, il n'y a pas la même lumière, etc. Et on ne travaille pas avec les mêmes appareils aussi. De Nikon à Sony, de Sony à Canon, etc. On n'a pas du tout les mêmes couleurs. Du coup, tu as aussi ça qui joue. On n'a pas du tout le même style de retouche. Pourtant, moi, quand je retouche mes photos, ça me paraît évident que tout le monde puisse faire mes retouches de photos. Alors qu'en fait, non. Et je pense que plein d'autres photographes, quand ils font leur style de retouche, ils sont en mode oh, bah, c'est évident, tout le monde préfère comme moi. Bah non, en fait, chacun a sa petite patte. Et je pense qu'on la développe aussi au fur et à mesure des événements. Et en fait, plus tu fais d'événements, plus tu apprends à retoucher tes photos différemment. Et là, tu commences à trouver un petit style. Mais non, si tu me poses la question, j'ai toujours pas un style à proprement parler. Enfin, en tout cas, je ressens pas une patte quand je sais pas. Ah, c'est normal aussi, c'est pas facile de décrire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vois le plus sur un circuit comme marque d'appareil? Canon, je pense, de plus en plus. Ouais. Canon, puis après, sinon, c'est quoi? C'est Nikon, Sony Canon, Sony et Nikon, je dirais dans cet ordre-là. Il y a de moins en moins de Nikon, j'ai l'impression. Sony, il y en a de plus en plus. Et Canon, il y en a quand même beaucoup. Je défendrai Nikon jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on voit énormément de Canon, j'en vois de plus en plus. Est-ce que tu te verrais faire d'autres disciplines dans le sport mécanique? Le rallye par exemple? Ouais, énormément. Là, j'aimerais faire le rallye de Monte-Carlo en janvier. En vrai, puis c'est à Nice, c'est pas à côté de chez mes parents, donc je kifferais de fou. J'aimerais faire du WEC, j'aimerais faire les 24 heures du Mans, l'IndyCar, j'aimerais tout faire. Est-ce que tu sens ça possible prochainement? Ouais, mon objectif l'année prochaine, je ne l'ai pas encore totalement défini, mais j'aimerais bien faire la triple couronne. Du coup, faire l'Indy 500, Monaco et les 24 heures du Mans. Sachant que maintenant, Monaco et l'Indy 500 ne sera pas aux mêmes dates pour la première fois. Du coup, j'aimerais bien faire ça l'année prochaine en petit challenge. Bah, ce serait bien. C'est cool. Est-ce que le matériel fait vraiment la différence à ce niveau? Je pense quand même. Si tu as un appareil d'entrée de gamme et moi j'ai le dernier des appareils, déjà au niveau de la rafale ça va changer, l'autofocus va un petit peu changer. Après tu peux quand même faire d'excellentes photos avec un appareil amateur. Et quand tu as du talent, tu as du talent. C'est ça. Après en termes de production, peut-être que ta quantité sera un petit peu plus minime avec un appareil amateur. Mais en tout cas la qualité, je pense que tu peux bien rivaliser mine de rien. À quoi reconnais-tu un bon photographe? Enfin, est-ce que tu arriverais à dire la différence entre un bon photographe et un grand photographe? À la retouche et à la prise de vue, en vrai ça se ressent toujours. À la prise de vue, on va très vite voir l'amateur dans le sens où il va toujours vouloir centrer son sujet. Donc si on parle vraiment côté amateur et très professionnel, et en termes de retouche, l'amateur va avoir tendance à dénaturaliser un petit peu les couleurs de son image, alors que le professionnel, soit il va garder une photo très presse, soit il va pousser l'editing, mais tu vas quand même garder un côté couleur très naturel. Ça m'amène à une question justement, est-ce que des fois, donc, quand tu es photographe, tu vas surtout sur des circuits pour des clients, etc. Est-ce que des fois, du coup, t'es pas bridé par le fait de devoir sortir des photos presse, donc des photos qui montrent où on n'a pas la patte artistique qu'on aimerait avoir? Est-ce que du coup, il y a des photographes qui sont pas vachement bridés par ça? Ouais, totalement. Même moi, j'ai énormément de contraintes cette année, où du coup, c'est un peu la première année où je vends des photos à la presse avec l'agence, et du coup, oui, t'es obligé de faire des photos très presse, très peu retouchées, etc. Puis ça te rajoute aussi une tâche de travail, parce qu'en plus, tu veux rendre d'autres photos très travaillées pour ton agence. C'est un peu compliqué. T'as le travail pour tes clients et le travail que tu fais aussi perso pour c'est ça. Tu montres et montrer. En fait, on a des photos qu'on vend sur notre site Overtake et des photos qu'on vend sur un autre site de banque d'images. Du coup, en fait, je fais le travail en double tous les week-ends. Du coup, quand je fais 400 photos la journée sur notre site, mais en fait, en réalité, j'en fais 800 parce que j'en fais 400 autres pour l'autre. Donc oui, tu peux vite être bridé entre guillemets, mais je pense que ça change pas grand-chose dans ton week-end de course, car tu peux prendre 5 minutes pour faire des photos presse à un spot et tu peux prendre 5 minutes pour faire des filets. Donc ça va. Après, c'est vrai que quand je vais en MotoGP et que j'ai pas de contraintes, si j'ai envie de faire 1 heure de filet, je fais 1 heure de filet et je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu as comme contrainte dans les photos presse? On reste sur un editing quand même très naturel. Et en fait, les photos presse, il faut sortir du fait qu'on soit photographe, on est journaliste, où il faut vraiment illustrer l'endroit. Il faut que la personne sache, ok, c'est quelle voiture, on est où. Si tu arrives à contextualiser la course, c'est bien. Tu contextualises. En fait, tu es plus journaliste quand tu fais de la photo de presse que photographe. Et si, imaginons, il y a un photographe qui se dit non, je veux uniquement faire des photos avec mon style, etc. Est-ce qu'il arrivera quand même à faire sa place et à trouver clients, etc. Ouais. Ou il faut vraiment faire aussi de la photo presse pour... Non, si tu as envie de travailler que pour une équipe ou que pour des sponsors, ils vont vouloir un style, etc. La presse, c'est pas vital, entre guillemets. Chacun fait un peu ce qu'il veut. D'accord. Ouais. J'aimerais bien passer du coup sur le format où tu nous as donné 5 photos, ouais. 5 photos qui ont une histoire. J'aimerais bien que tu nous les racontes. Donc les photos elles s'afficheront sur la vidéo YouTube, ouais. Mais pour ceux qui n'ont que le son, on va essayer de les expliquer un petit peu.
Donc la première, celle qui date de 2023, où on voit un Hamilton dans le box qui rentre dans sa Mercedes. T'avais l'air idéalement placé en tout cas pour avoir cette photo. Effectivement. Du coup, c'était ma première course à Barcelone. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Juste, quelqu'un m'avait briefé un jour et m'avait dit, avant le départ de la course, avant que tout le monde aille sur la grid, tu peux te mettre devant un garage, celui que tu veux, et si tu as de la chance, tu peux rester le temps que le pilote monte, et si t'as pas de chance, le pilote monte trop tard et tu dois sortir de la pit lane. Par chance, j'avais la grille d'access, donc dans tous les cas, j'aurais pu rester plus longtemps. Et du coup, là, je suis devant le garage d'Hamilton, je vois aucun photographe, alors qu'il doit partir peut-être dans 10 minutes, je crois. Et là, j'étais un peu culotté, je rentre dans le garage Mercedes en mode j'ai le droit, alors que j'ai totalement pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit Non, t'as pas le droit de rentrer dans les box, à part si on t'y invite. Donc je rentre parce qu'il y avait vraiment personne, il n'y avait pas de photographe, c'était très bizarre. Donc je rentre, je prends une ou deux photos, rien de spécial. Et là je fais quand même, et là je suis en mode peut-être que je vais attendre Hamilton à l'intérieur du box. Je fais peut-être pas. Du coup je suis ressorti et là toujours aucun photographe. Bien sûr quand je suis rentré dans le box, j'ai gêné personne, il y avait presque personne, il y avait quand même du monde qui m'ont vu, je suis pas rentré comme ça. Je défends ma cause. Et du coup, Hamilton arrive, je suis toujours tout seul en face de la voiture. Donc en vrai, c'est un shot que moi j'avais idéalisé dans ma tête où tu as le pilote qui rentre, tout est symétrique, les lumières, la voiture, etc. Et là, il rentre dans la voiture, je me mets au 24-70, j'ai l'angle parfait. Et il rentre dedans et j'ai la photo que je veux, je suis au 24. Donc là à ce moment-là t'as le box, toi t'es côté pit lane du coup. Ouais c'est ça, en fait il y a une ligne rouge en fait qui sépare le garage et la pit lane et t'as le droit de te mettre là. Après t'as le droit quand même d'avancer un peu ton appareil etc. le temps que tu gênes personne. Mais ouais du coup j'ai ce shot parfait, aucun photographe, j'étais absolument tout seul. Pour ton premier week-end du coup. Pour mon premier week-end. C'est génial. Ouais c'était... J'en tremblais après. C'est pas facile d'être tout seul à des endroits? Non, moi j'aime bien. J'ai toujours été très solitaire comme personne, donc c'est pour ça même voyager tout seul sur le circuit, rien me dérange. Puis au moins t'as la photo que personne. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool d'être tout seul parfois. J'aimerais bien passer sur la série de photos. C'était la victoire de Charles Leclerc à Monza, avec toute l'effervescence des tifosi. Quelle ambiance ça devait être? Dingue. En vrai, c'est aussi pour ça que la F1 est exceptionnelle comme sport, c'est les émotions que tu vis là. Je pense que tu peux pas les vivre ailleurs. Enfin, du moins, très rarement. Monza, Charles gagne. Déjà, moi j'ai eu sa victoire à Monaco, donc déjà j'étais très content cette année. Là, je vais à Monza. Comme je te disais, j'attends devant le garage FIA pour le parc fermé. Je crois que c'était, je sais plus, c'était Piastri qui était en tête. Je pense que c'était une des deux McLaren. Et au bout d'un moment, Leclerc se retrouve premier parce qu'il boxe pas et on est en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit que Charles va gagner la course. Et Charles gagne la course. Et, du coup, pareil, on sort. J'ai mes photos quand il sort de la voiture. Donc ça, c'est cool. Il saute sur ses mécanos devant moi, un peu comme ce que j'avais eu à Monza. Très belle photo. Et en fait, à Monza, une fois que ce parc fermé est terminé, pour le podium, tous les photographes vont sur le pit wall et on monte sur le pit wall. Et là, quand tu vois toute la piste se remplir de spectateurs, avec les drapeaux Ferrari, les drapeaux italiens, les drapeaux de tous les pays, les drapeaux brésiliens, mexicains, t'es en mode waouh. Et c'est beau. Ouais, c'est beau, l'ambiance est folle et tu te dis... C'est compliqué de revivre ce genre d'émotion parce qu'après quand le lundi tu rentres et que tu prends le RER, c'est très compliqué. Difficile. Mais ouais, les émotions, Monza, Ferrari qui gagne, jusqu'à présent, même cette année quand Max a gagné à Monza, tu ressens pas la même chose. Non, c'est différent. C'est tellement beau d'avoir tous ces détails alignés. C'est ça, tous les détails alignés. Même si Max à Monza, tout le public rentre sur le circuit, etc. Rien techniquement ne change, mais l'ambiance entre guillemets change. Du coup, ouais. Donc sur du plus récent, t'as la victoire de Lando Norris à Monaco où il fait littéralement un câlin à ta caméra. C'est génial d'être aussi proche. Ouais, et surtout Monaco c'est un petit peu spécial. Monaco c'est pas comme les autres circuits où je te disais que t'attends devant le garage FIA, on te fait rentrer sur la piste. Là Monaco t'attends au niveau de la sortie de la pit lane on va dire. Et en gros soit tu montes sur une petite plateforme en haut et du coup t'es trop bien parce que t'es en face du podium mais du coup t'es en plongée pour prendre la photo de célébration que moi j'aime un peu moins. Ou soit tu vas sur la piste. Et du coup bien sûr je vais sur la piste. Et là, du coup, au moment où ils nous disent qu'on peut courir, je cours avec les mécanos McLaren et je me retrouve. J'aime bien, j'ai aussi ce défaut parfois de toujours vouloir avoir tout centré. Du coup, forcément, Lando sort de sa voiture, je veux être parfaitement droit et je suis au milieu de ces mécanos. T'as le droit d'être à ce moment-là, ouais, avec les mécanos? J'ai totalement le droit. J'ai la même photo de Charles en 2024 où là, du coup, pour le coup, je savais pas si j'avais le droit d'être là. La FIA nous a pas dit clairement qu'on pouvait être là. J'ai juste vu les mécanos Ferrari courir, du coup, j'ai couru avec eux. Mais du coup, cette année, j'avais clairement le droit d'être là. Et du coup, Lando sort de sa voiture, poing en l'air, etc. Et on pense que la célébration va s'arrêter là. Et là, en gros, quand ils sont au parc fermé, et ils ont chacun un petit cube, 1, 2, 3, pour poser leurs affaires dessus. Et Lando prend ce cube, et il le met, littéralement devant moi et devant ses mécanos, et il monte sur ce cube. Et là, je me retrouve du coup entre tous les mécanos, et il fait un câlin aux mécanos, et ma caméra se retrouve parfaitement au milieu. Et du coup, ouais, assez content de cette photo. Et en mode, celle-ci du coup. Oui. Du coup, pas le grand format, mais ouais, c'est exactement ça. Elle est incroyable. Ouais,
Et là, tu te dis, ok, j'ai une vraie photo. Bah, je trouve que ça, c'est un peu justement la part d'improvisation et d'anticipation, de dire j'aimerais ça, etc. Et là, l'improvisation il met son cube ici et tout colle bien. Et surtout, les célébrations, ce qui est dur à jouer avec, c'est jouer avec les différents objectifs. Est-ce que je vais mettre un 70-200, un 100-500, un 16, un 24-70 ? Donc oui, là, la photo de Norris, j'aurais préféré avoir un 16 mm qu'un 24-70. Mais en vrai, s'il n'avait pas fait ça et qu'il aurait juste sauté un peu, j'aurais été content d'être au 24-70. Donc tu as aussi cette part de chance, mais aussi d'expérience. À force, maintenant, je sais à peu près quoi mettre, quand mettre. Heureusement que j'ai 2 appareils, du coup, toujours avec un 70-2 et un 24-70. Mais c'est vrai que parfois, tu hésites entre le 24-70 et le 16. Est-ce que du coup, tu sais un peu quand tu te dis, ok, là, je vais courir, je vais être dans les mécanos, tu sais que tu vas être très proche, donc tu sais que ce sera le 24-70. Et quand tu vois que tu es un peu derrière, tu dis, bon, de toute façon, je vais prendre le 70-200 parce que je serai trop loin. Ouais, mais tu vois, par exemple, à Monza, quand Max gagne, j'étais à côté de ses mécanos et j'étais au 10-20. Donc, quand même, grand angle. Et là, typiquement, j'étais à 10. Et en fait, même s'il a sauté à notre distance, en fait, sur l'objectif 10, t'es quand même super loin. Ah, quand même, c'est trop grand angle. T'es trop grand angle. Et 10-20, le 20, même si tu zoomes, t'es toujours pas au 24, quoi. Donc t'as pas des masses. Du coup, c'est toujours un peu dur de choisir. Mais je pense que c'est avec l'expérience aussi, c'est que ma 3e année, j'ai pas fait non plus 50 milliards de célébrations. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais continuer d'apprendre selon les circuits. Du coup, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont peut-être pas forcément nécessaires? Par exemple, le 10-20, finalement, tu l'utilises très rarement. Moi, je l'ai pas. Je l'emprunte à Canon à chaque fois. Donc souvent, je l'ai pendant une petite free practice. C'est cool. Typiquement à Abu Dhabi, à l'hôtel, c'est cool d'avoir le 10-20 parce que tu as toute l'architecture et le 10 te donne vraiment une impression de grandeur. Mais sinon, dans des célébrations, rarement. Enfin bref. Tu as aussi une photo avec Lewis Hamilton, toujours. Grand sourire aux lèvres, qui tient sa coupe. Comment tu t'es retrouvé à cet endroit-là? Du coup, c'était pendant sa célébration à Silverstone, d'après-course. Et là, tu te retrouves, du coup, ils font une photo de famille, tous les photographes, on est derrière, ils font péter le champagne, et là, tous les photographes s'avancent, et en fait, j'avais pas de la chance, parce que j'étais arrivé en avance, du coup, je l'avais un peu mérité, cette place. Et du coup, au moment où il fait péter le champagne, je suis l'un des premiers à avancer près d'Hamilton, et en fait, c'est dur, parce que t'as les mécanos qui te poussent, t'as les photographes qui te poussent, t'as les journalistes, et t'es en mode, mon but, c'est de pousser personne, mais de quand même rester proche de mon sujet, mais pas trop proche. Du coup, t'essaies un peu de composer avec ça, et en fait, je me retrouve littéralement en dessous d'Hamilton, à une distance quand même convenable pour bien la voir. Et en fait, ça a duré bien 5... Dans ma tête, c'est 5 minutes, mais je pense en réalité, ça a duré 1 minute. Et du coup, t'es là, t'essaies de composer avec tout le monde, tout le bruit. Et c'est quand même cool. Ça doit être particulier quand même, la première fois en tout cas que tu fais ça, où t'as tout le monde, etc. Tu dois dire, oh mon Dieu, il y a trop de monde, il y a trop d'agitation, qu'est-ce que je fais là? Les gens peuvent s'en rendre compte sur le documentaire, tu sais, la mini-série de Hadjar sur Canal+, l'épisode, je sais plus le 2 ou le 3, où il finit podium à Zandvoort. Dans la fin de l'épisode de Canal, tu peux voir en fait cette célébration dans la pit lane avec son équipe. Du coup, là, tu peux vraiment te rendre compte à quel point c'est un peu le zoo. Tu m'étonnes. La dernière photo, donc on retourne, t'en as parlé tout à l'heure, la victoire de Charles à Monaco, la victoire assez iconique. Qu'est-ce que ça fait de photographier des moments historiques, si on peut le dire, du sport auto? Ouais, c'est vrai que sur le moment tu réalises pas spécialement. En fait, moi sur le moment je réalise peu parce que je suis en mode je veux juste la meilleure photo. Donc en vrai je m'en fous de qui est là. Mais une fois après coup t'es en mode ok, en fait j'étais là quand Charles Leclerc a gagné à Monaco. Surtout on s'en rendra compte plutôt dans 10 ans que là ça fait que 2 ans. Dans 20 ans quand on se dira Leclerc il a gagné pour la première fois de Monaco en 2024, là je pense que ça sera plus impressionnant de s'en rappeler, parce que là pour l'instant c'est pas que ça me fait rien, c'est cool hein, c'est quand même très sympa, mais je pense que ça sera plus impressionnant dans quelques années. Est-ce que tu te rends compte de la chance, c'est pas de la chance, mais du travail qu'il t'a fallu pour arriver là, une place où tout le monde rêve d'être là, quoi. Ouais, c'est aussi de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais dans l'idéal, c'est la chance, tu la provoques. Non, tu la provoques parce que j'ai été en F1, parce que j'ai envoyé ce mail à cette personne à ce moment-là, et surtout que j'ai énormément travaillé avant. J'ai fait des championnats pas très intéressants, je suis allé dans des circuits pas très intéressants, quand il faisait pas beau, quand j'avais pas envie, quand j'avais école en même temps. Du coup, tu finis l'école le vendredi midi, tu vas sur le circuit, tu rentres lundi dans la nuit, puis tu vas à l'école. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, donc avant d'arriver en F1, j'ai quand même fait plus d'une vingtaine de courses, que ce soit moto, karting, monoplace, enfin bref, du coup je pense que je l'ai vraiment mérité, entre guillemets, et je pense que c'est important aussi de travailler dur, et t'arriveras pas en F1 juste parce que tu as envie et que tu vas envoyer des mails, donc peut-être que ça se passera. Mais c'est comme beaucoup qui me demandent, même si demain tu n'as jamais fait d'automobile et que tu arrives en F1, en fait oui, tu auras réalisé ton rêve, mais tu vas pas être content de toi et ni de tes photos. Donc pour moi, si tu as envie de faire de la F1, et même si là demain on te le propose sans expérience, dis non, et fais-toi de l'expérience, sois satisfait de tes photos, et quand tu iras en F1,
là ça sera cool. Puis il y a aussi plein de gens qui veulent faire photographe dans la Formule 1, etc. Mais il y a tellement d'autres courses qui sont hyper intéressantes, qui ont aussi, auxquelles sont moins médiatisées, Ouais. auxquelles les championnats sont moins médiatisés. Mais quand on se met dedans et qu'on découvre des championnats, il y a tellement d'autres Ouais. courses Mais et d'autres disciplines qui sont Surtout que la intéressantes. F1, c'est techniquement l'un des moins intéressants à photographier, car d'une, tu as très peu de roulage, les sessions c'est qu'1 heure, tu peux pas aller dans la pit lane quand tu veux, il faut demander, tu peux pas aller sur la grid non plus quand tu veux, alors que d'autres championnats en France, ça va rouler de 8h à 19h, tu vas dans Et la c'est pit lane quand hyper tu veux, ouvert. c'est hyper ouvert, tu vas sur la grid. Enfin, la F1, oui, c'est cool parce que tu as les pilotes dont tu rêves, les voitures qui sont cool, mais techniquement, c'est pas là où tu prends le plus de plaisir. Tu as le droit d'aller sur la grid. Quand on me l'autorise. Du moins, c'était l'année dernière quand on me l'autorisait. À partir de l'année prochaine, en gros, en F1, tu as le pass permanent après 14 courses. Et du coup, j'ai fait 14 courses cette année. Du coup, l'année prochaine, j'ai le pass permanent qui me permet d'aller sur la grid à toutes les courses. Donc ça, c'est cool. T'arrives quand même à faire des photos sur les grids parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'est en amont. En fait, moi, j'adore les grilles avant qu'ils font rentrer tout le public, avant que les voitures arrivent. Du coup, je vais vraiment au fond de la grille, au niveau du P20, et les voitures, elles arrivent pile poil en face de toi. Tu peux être à ras du sol, et c'est là où les photos sont cool. Parce que oui, après, quand la voiture, il l'emmène à son point et qu'il sort, ok, t'as des photos quand il sort, mais après, de toute façon, les pilotes, ils partent, ils vont aux toilettes, ils vont je sais pas où. Et du coup, t'as plus personne sur la grille, et t'as que des VIP ou des conneries Bah, du genre. justement, souvent les photographes qui vont là-bas, c'est plutôt pour aller chercher les VIP, etc. C'est ça. Donc non, moi j'aime bien ce côté un peu où les voitures arrivent, tu peux les prendre, les pilotes qui sortent des voitures. De toute façon, on les a pas quand ils rentrent dans leur voiture. Du coup, ouais, t'as vraiment ces 5-10 premières minutes qui sont intéressantes. Après, oui, t'as 2-3 VIP qui peuvent être intéressants à prendre. Pour de la presse, c'est toujours très Pour de cool. la presse. Surtout quand tu vois le président de la FIA. Bon, il y a toujours 2-3 trucs à avoir, mais oui, en termes graphiques, c'est bien les 5 minutes avant qui m'intéressent. J'aimerais bien passer sur un des derniers formats qui est vérité Ouais. ou fausse croyance. Donc je vais te donner des phrases ou des questions et tu me diras si c'est une vérité ou une fausse croyance. Allez, Est-ce que le talent suffit à accéder à la Formule 1 ? fausse croyance du coup. Il n'y a pas que le talent, il faut du timing, un petit coup de chance et enfin Faut beaucoup de provoquer la choses. chance. Ouais. Et donc les photos filées sont indispensables pour être reconnues en Formule 1. Vérité. Pourquoi ? Parce que C'est difficile. c'est difficile, mais il faut savoir aussi être original. Tu peux pas faire que des photos fixes tout le temps. Mais ça reste important les photos fixes. Ouais, pour de la presse, c'est toujours important. Même Après, pour même la pour presse. moi, graphiquement, enfin, c'est toujours cool de faire des photos fixes. Hein. Le matériel fait 80% du travail en Formule 1. Fausse croyance, je dirais 50. Ok, c'est que- important. Ouais, parce que tu as quand même besoin d'avoir des appareils, par exemple, qui font du FTP pour envoyer les photos en live. Pas tous les boîtiers amateurs le font, donc oui, 50%, je dirais. Tout a déjà été photographié en Formule 1. Fausse croyance. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Heureusement, parce que sinon, Heureusement. le métier ne perdurerait pas. C'est ça, sinon tout le monde a arrêté. Les réseaux sociaux ont changé le métier de photographe. Vérité. Est-ce que maintenant tous les photographes sont sur Instagram ? La nouvelle génération, oui. L'ancienne génération, encore pas totalement, je pense. Après, peut-être que l'ancienne génération n'a pas forcément besoin, comme ils ont n'a déjà plus leur spécialement client, besoin tout. aussi. Mais je pense aussi on prend des photos maintenant où on sait qu'elles vont être belles sur Instagram. Par exemple, cette photo, je l'ai prise en verticale et pas en horizontale parce que je savais qu'elle allait finir sur Insta. Oui, parce que du coup, le vertical est vachement plus rentré Ouais. dans... Après, je shoot quand même 98% du temps en horizontal. Oui. Mais c'est vrai que celle-là, je sais pas pourquoi je m'étais déjà allé en verticale. Est-ce que du coup, c'est pas assez embêtant le format Instagram qui oblige à sortir plutôt des photos carrées, parce que finalement, on Ouais. sort jamais de photos horizontales. Non, rarement. Et est-ce que ça gâche C'est enfin, compliqué. moi, En je fait, sais que j'ai maintenant- souvent eu ce truc-là je trouve que ça gâchait un Ouais. peu la photo. Bah, du coup, maintenant, tu essaies de composer. Celle-là, elle est faite en horizontal, mais je savais que du coup, en la prenant en horizontal au grand angle, j'allais pouvoir crop dedans, entre guillemets, pour faire mon carré. Donc, j'essaie maintenant de réfléchir mon image pour Instagram aussi, tu vois. C'est dommage, il faudrait remettre un peu l'horizontal. L'horizontale. Mais c'est vrai que sur Instagram, ça fait petit en Oui, fait. ça fait petit. Pas facile, faut qu'Instagram y repense ça. Ouais. Pour finir, donc j'ai 60 secondes de questions-réponses. Donc des réponses simples. Ok. Je ne chronomètre pas vraiment 60 secondes, mais on va dire Ouais. que ça fait 60 secondes. Parfait. Alors, F1 ou MotoGP ? F1. Le pilote que tu préfères photographier ? Hamilton. Le pilote qui a le meilleur casque ? Hamilton. Le circuit que tu préfères photographier ? Monaco. La meilleure livrée de monoplace de tous les temps ? La McLaren 94. La Marlboro, la livrée Marlboro. Couleur ou noir et blanc ? Couleur. Téléobjectif ou grand angle ? Grand angle. Le circuit le plus difficile à shooter ? Question. Singapour, pas simple. Course ou ambiance à shooter? Course. T'aimes bien la pluie pendant la course? Oui. Plutôt filet ou net? Filet. F1 d'hier ou d'aujourd'hui pour shooter? J'ai pas connu hier, donc je dirais aujourd'hui. Setup complet ou emporter pas beaucoup de matériel? Complet. Un circuit dans un lieu qui n'existe pas que t'aimerais voir?
Je dois dire un lieu Un lieu. Nice. Monaco est-il un circuit sympa à photographier? Oui. Aimes-tu les GP de nuit? Oui, j'adore. Est-ce que la rafale est indispensable pour capter le bon moment? Non. Quel autre sport pas mécanique aimerais-tu photographier? Le tennis. Ta team de F1 préférée? Mercedes. Tu aimerais shooter avec Canon toute ta vie? Oui. Tu aimerais shooter aussi des voitures ou exclusivement du sport auto? Des rallyes, touristiques? Ouais, un peu de tout. Aimerais-tu shooter les courses de camions? Aimes-tu shooter les courses de camions? C'était sympa. Aimerais-tu être photographe exclusif d'un pilote? Ouais, pilote ou équipe. Qu'est-ce que c'est un peu cette vie, je lâche un peu mon format, d'être photographe exclusif d'un pilote? Du coup, je vis pas cette vie encore, mais j'imagine que tu voyages souvent avec le pilote, ou du moins, vous voyagez peut-être différemment, mais vous vous retrouvez tout le temps, vous passez tout le week-end ensemble. Du coup, je pense que c'est quand même chouette. Je pense que ça devient aussi forcément l'un de tes meilleurs amis, obligatoirement. Je pense que être photographe d'un team, ce que j'ai déjà vécu une fois en Formule E, c'est quand même une expérience différente parce que là, tu as 2 pilotes à suivre et tu es plus vie de team, donc tu dois prendre aussi des photos des mécanos, tu dois vraiment prendre l'ambiance générale, alors que quand tu es focus sur un pilote, c'est que lui tout le temps que tu dois prendre, donc même en dehors des courses, il va faire un paddle, tu vas le prendre au paddle. Du coup, ouais, ça doit être sympa, mine de rien. Est-ce que chaque photographe, là, sur la grille, a un photographe exclusif? Pas tous, je pense, mais je pense que plus de 50% en tout cas. Oui, parce que aussi, il faut quand même trouver des affinités. Ouais, je pense que tu peux pas faire ça avec n'importe qui non plus, en vrai. Bah, c'est particulier quand on voit un petit peu ce que font les frères Truchet. C'est vrai qu'ils les suivent partout. Ouais, c'est ça. Mais après, ça doit effectivement être génial à faire. Bah, merci Alexis. Merci à toi. Tu as une vie passionnante. Gentil. On te souhaite plein de belles choses, surtout pour la prochaine saison, qui va être très chargée aussi. Tu auras combien de grands prix à peu près? Au moins 14 de sûr, à voir si j'en fais plus ou moins. Mais en tout cas, j'irai à Melbourne pour la première fois en début d'année. Chouette. Donc long voyage, les photos vont se mériter. Quand tu pars aussi loin, tu pars combien de temps? En général, du moins en Europe, je pars du mercredi au lundi. J'arrive le mercredi soir, je repars le lundi matin. Mais là, les voyages un peu plus longs, en général, tu essaies de partir le lundi quand même. Lundi ou mardi. Tu profites un peu sur place ou pas? Rarement. Rarement. Seulement les double headers. Les double headers, vu que je reste souvent soit dans une ville, soit dans l'autre avant le début du week-end de la course d'après, j'ai le temps de profiter un peu. Bon, on te souhaite quand même de bien profiter de cette saison, de ne pas être trop fatigué à la fin. Merci à vous. Bon bah merci Alexis.